Nous allons donc continuer sur notre lancée et entamer le cours sur la glycolyse. Alors, la glycolyse est également appelée voie d'Embden-Meyerhoff-Parnasse. Alors, son rôle, c'est de dégrader le glucose, donc dégradation, glycolyse, d'accord, production d'ATP et de métabolites intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire métabolites intermédiaires? Ce sont les produits qui sont obtenus après chaque étape enzymatique. On les appelle des métabolites intermédiaires parce que la glycolyse va aboutir à la fin à un seul produit, mais en passant par plusieurs produits. Donc, ces produits intermédiaires sont appelés métabolites intermédiaires. Ces métabolites intermédiaires peuvent être repris dans d'autres séquences métaboliques. C'est la première voie qui a été élucidée complètement dans les processus de la fermentation avec tous les constituants, c'est-à-dire les substrats, les enzymes, les cofacteurs et la séquence. La glycolyse se déroule entièrement dans le cytosol. Donc je répète, c'est le cytosol de la cellule. Elle se déroule déjà au niveau de toutes les cellules et elle se déroule au niveau du cytosol. C'est un processus indispensable qui prépare à la dégradation des glucides métabolisables et qui les conduit tous à un intermédiaire commun, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, je répète, appelée voie d'Embden-Meyerhoff-Parnasse. Elle se déroule dans le cytosol. Et elle aboutit à des produits intermédiaires. Mais le glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est le processus qui prépare à la dégradation des glucides métabolisables. La glycolyse, elle peut être anaérobie ou aérobie, d'accord? Mais elle se déroule dans le cytoplasme. La glycolyse aérobie aboutit à la formation de 2 ATP, de 2 NADH+, donc 2 coenzymes réduits et 2 pyruvate. Elle est ainsi nommée car la régénération de NAD+, nécessite l'oxydation du coenzyme NADH+, formé par l'oxygène. Elle est aussi considérée comme phase indispensable à la formation du pyruvate et de sa conversion mitochondriale en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est un carburant essentiel du cycle de Krebs. Il est aussi important dans le métabolisme lipidique. Le glucose, dans ces conditions, subit une oxydation dans le cycle de Krebs en CO2 et H2O. Ça, c'est tout simplement une introduction. La glycolyse anaérobie produit également 2 ATP, 2 NADH+, et 2 pyruvate. Les réactions suivantes dépendent à la fois de l'équipement enzymatique cellulaire et de la disponibilité en oxygène. Elles conduisent à la réoxydation du NADH+, avec une production finale soit de lactate, soit d'éthanol. Donc le lactate, fermentation lactique, ce système qui fournit de l'ATP aux cellules qui ne possèdent pas de mitochondries, comme les globules rouges, ou encore aux cellules en hypoxie, comme les muscles striés en contraction rapide. Quand vous faites un effort, les muscles vont manquer d'oxygène et les contractions rapides entraînent une hypoxie, une diminution de la concentration en oxygène. Donc, quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène, on passe à la fermentation lactique. On peut aussi avoir de l'éthanol, fermentation alcoolique, mais là, ça se passe essentiellement chez les levures. Alors,
L'entrée du glucose dans la cellule, nous l'avons déjà vu, il ne peut pas pénétrer par simple diffusion. Son entrée est assurée par deux mécanismes suivants. Le transport facilité ou alors le cotransport. Le cotransport, je vous l'ai dit, c'est les SGLT, sodium ou sérum glute, et là c'est les GLT, c'est le transport facilité. Actuellement, 5 transporteurs membranaires sont connus. Il n'y en a pas que 5, il y en a beaucoup plus, mais les plus importants sont numérotés de 1 à 5. Ces protéines, ce sont des protéines, ont une certaine homologie dans les premières séquences, mais présentent ensuite des séquences spécifiques à leur membrane de résidence. Ce qui veut dire, comme ce sont des protéines, les premières séquences peptidiques sont pratiquement identiques, mais après, les glutes diffèrent les uns des autres par les acides aminés qui composent ces transporteurs. C'est à partir de la composition en acides aminés de ces transporteurs qu'on va savoir où ils vont se localiser et dans quelle cellule, dans quel organe et dans quelle membrane. Donc, c'est ainsi que le GLUT4, je vous en ai déjà parlé, est abondant dans les adipocytes et je ne vous ai pas parlé d'adipocytes, mais les cellules musculaires striées et les érythrocytes sont riches en GLUT1. Alors, le nombre et l'activité de GLUT4 sont augmentés par l'insuline et ça, je vous l'ai dit pendant le cours des transporteurs sur les glucides alimentaires. Le cotransport, c'est un processus actif consommant de l'énergie. Je vous ai dit qu'il avait besoin d'ATP. Le glucose est transporté contre un gradient, c'est-à-dire d'un milieu à concentration faible en glucose vers l'intérieur de la cellule à concentration plus élevée. Le glucose et le sodium sont transportés dans le même sens et en même temps à travers la membrane. Ce type de transport intervient dans les cellules épithéliales, dans l'intestin, dans le rein. Nous l'avons vu dans l'intestin. Ça se passe de la même manière dans le rein, ainsi que dans les cellules de la peau, les cellules épithéliales. Alors, les étapes enzymatiques de la glycolyse, c'est une série de 10 réactions. 10, elles sont toutes localisées dans la fraction soluble du cytoplasme ou du cytosol. C'est la même chose. Tous les intermédiaires de la glycolyse entre le glucose, point de départ de la glycolyse, et le pyruvate, point final de la glycolyse, sont phosphorylés. Je répète, deux choses sont importantes ici. Les étapes intermédiaires sont toutes phosphorylées. Il y a 10 réactions. Et les étapes intermédiaires sont toutes avec du phosphore. Leur groupement phosphorylé, il a en fait 3 fonctions essentielles. 1. Chaque intermédiaire d'un groupe polaire chargé négativement qui le rend incapable de traverser la membrane cellulaire à pH 4 par simple diffusion. Donc le fait que le groupement phosphorylé, c'est H3PO4-, donc il est chargé négativement, ça lui permet de ne pas sortir de la cellule. Donc ça, c'est la première cause. Le groupement phosphate intervient comme groupe de liaison et de reconnaissance pour la formation des complexes enzymes-substrats, c'est-à-dire qu'il va favoriser le complexe enzyme-substrat. La troisième raison, c'est que ce groupement phosphate intervient dans la conservation de l'énergie qui contribuera à la fin à la formation de 2 ATP. Alors, bien sûr, ATP, donc il y a du phosphore à l'intérieur. En fait, la glycolyse est subdivisée en 2 grandes phases. Une première phase, je vous l'ai dit, qui se termine par le glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est celle où il y a des exoses, 6 sucres, métabolisables, et la phosphorolyse, c'est-à-dire la dégradation utilisant du phosphore, elle va dépendre de l'ATP. Ils sont ensuite tous transformés en un produit commun, le glycéraldéhyde.
Ça, c'est la période de consommation ou la phase de consommation de l'ATP. Donc, une première phase qui va aboutir au glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord? On utilise des exoses, des sucres à 6 carbone. Et dans cette étape, on consomme de l'ATP. D'accord? On consomme l'ATP. L'étape finale, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Première phase donc. La deuxième phase, ce n'est plus la consommation, c'est plutôt la production d'ATP. La deuxième phase commune à tous les exoses, il n'y a pas uniquement le glucose, tous les exoses vont se rejoindre après et ils vont rentrer dans la glycolyse à partir de cette deuxième phase qui est caractérisée par une séquence de réactions, formation d'un pyruvate, 2 ATP, un ADHH+, suite à l'oxydation du glycéraldéhyde 3-phosphate. Cette phase, c'est la phase de production d'ATP. Alors, les étapes de la première phase. On va commencer par ça. Glucose, ATP, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de l'ADP, l'ATP perd un phosphate et on aura du glucose 6-phosphate. Il va lui donner au glucose. D'accord? ADP plus glucose 6-phosphate. Ça, il faut l'enlever, l'ADP. Après l'ATP, donc ça c'est la réaction proprement parlée. Donc c'est l'ATP plus glucose qui donne glucose 6-phosphate plus ADP. Alors cette grande étape, très grande étape, elle est consommatrice d'une molécule d'ATP. Donc on a ramené de l'ATP, d'où une liaison phosphate riche en énergie. La réaction est irréversible, c'est-à-dire qu'elle part dans un seul sens. Et j'insiste sur le mot irréversible, parce que les réactions irréversibles sont des points de régulation des réactions enzymatiques. Régulation, c'est-à-dire on va réguler le système du métabolisme du produit. Donc cette réaction, elle est médiée ou catalysée par une enzyme, c'est l'exokinase. En fait, la glucokinase, non, c'est surtout l'exokinase. La glucokinase est spécifique du glucose, alors que l'exokinase, qui est rencontrée dans la plupart des cellules, phosphoryle le glucose, mais les autres exoses comme le fructose, le galactose. Donc, il faut savoir que l'exokinase est une enzyme qui se trouve un petit peu, elle est dans la plupart des cellules, hein. Elle est rencontrée dans la plupart des cellules et elle n'est pas spécifique du glucose. Elle n'est pas spécifique. Elle est spécifique de tous les exoses. Cependant, elle a une très grande affinité pour le glucose. L'exokinase a une très grande affinité pour le glucose. La glucokinase, elle est spécifique du glucose, mais l'affinité pour le glucose est moindre que celle de l'exokinase. Alors, donc la première étape, on est parti du glucose, on a phosphorylé ce glucose en position 6, on a obtenu du glucose 6-phosphate. On a utilisé une molécule d'ATP et on a libéré de l'ADP. Donc l'ATP, l'adénosine 3-phosphate, a donné une molécule d'acide phosphorique au glucose qu'elle a phosphorylé en position 6 et libéré de l'ADP, adénosine 10-phosphate. Ensuite, on a le glucose 6-phosphate. Il va s'isomériser en fructose 6-phosphate. C'est une isomérase, phosphoglucose isomérase ou phosphofructose isomérase. Et là, la réaction est réversible. Elle va dans les deux sens. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. Donc c'est une isomérisation, c'est
on passe d'un glucose à un fructose, toujours phosphoryné en position 6. Réaction d'isomérisation réversible, spécifique des deux composés, au point qu'en partant de là, on arrive toujours au même équilibre. Ensuite, la troisième étape où on obtient, alors là, c'est la phosphofructokinase. Phosphofructokinase. Réaction irréversible, donc point de régulation. Alors, cette enzyme est extrêmement importante dans la glycolyse, la PFK1. La PFK1, fructose 6 ou fructose 6 phosphate kinase comme suit. Regardez. L'ATP. On ramène encore de l'ATP. Je vous ai dit que la première étape était une étape de consommation d'ATP. Et on va utiliser le fructose 6-phosphate obtenu après isomérisation du glucose 6-phosphate. Et là, c'est une réaction irréversible dans un seul sens pour donner le fructose 1,6-bisphosphate. Donc, on va encore phosphoryler le fructose en position 1 et on libère de l'ADP. Donc, ATP plus fructose 6-phosphate donne ADP plus fructose 1,6-bisphosphate ou diphosphate. Alors là, c'est une enzyme allostérique, la PFK1, la phosphofructokinase 1. C'est l'enzyme qui agit ici. Elle est régulatrice et elle est inhibée par de fortes concentrations en ATP. Alors, dès qu'on a beaucoup d'ATP, l'enzyme ne fonctionne plus comme avant. La réaction est totalement irréversible. On continue. Bon, on a fini. On est au niveau du fructose 1,6-bisphosphate. Et ensuite, comme la réaction, le fructose 1,6-biphosphate, qu'est-ce qui va se passer? Réaction réversible, il donne le 3-phosphoglycéraldéhyde et le 3-phosphodihydroxyacétone. C'est un clivage du sucre qui était à 6 carbones pour donner 2 sucres à 3 carbones. La réaction, c'est une aldolase. C'est la fructose 1,6-biphosphate aldolase. Donc, on rajoute toujours le substrat et ensuite aldolase. Nous obtenons du 3-phosphoglycéraldéhyde plus du 3-phosphodihydroxyacétone. Donc, avant d'aller plus loin, je fais ça. Regardez. Glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate. Aldolase, on coupe, on obtient le 3-phosphodihydroxyacétone et le 3-phosphoglycéraldéhyde. Et là, on passe de l'un à l'autre par des isomérases. On peut obtenir la même molécule en isomérisant parce que nous obtenons le même nombre d'atomes de carbone et une phosphorylation de la même manière. Ce sont des isomères, la phosphodihydroxyacétone de fonction et le 3-phosphoglycéraldéhyde sont des isomères de fonction. D'accord? Ils sont isomères. Donc, c'est des isomérases. C'est une isomérase qui va vous faire passer d'ici à là. Donc, 6 carbones. 6 carbones. 6 carbones. 6 carbones. 3 carbones. Et 3 carbones. On a coupé le fructose 1,6-bisphosphate par le biais d'une aldolase en donnant 2 molécules, le 3-phosphoglycéraldéhyde et le 3-phosphodihydroxyacétone. En fait, la dihydroxyacétone phosphate ne reste pas comme ça. Elle va également se transformer en 3-phosphoglycéraldéhyde
parce que tout va se poursuivre à partir du 3-phosphoglycéraldéhyde. D'accord? La première phase de la glycolyse, en fait, conduit à la formation de 2 glycéraldéhydes 3-phosphate et il y a eu consommation 2 fois ATP de 2 liaisons phosphate riches en énergie, consommation sous forme de 2 ATP. Un ATP a été consommé ici, un ATP a été consommé ici. Réaction irréversible, exokinase. Réaction irréversible, phosphofructokinase. Réversible, isomérase. Isomérase. Là, c'est une coupure, c'est une aldolase. Donc, l'interconversion des trioses phosphates, seule, donc on a dit qu'on obtenait du 3-phosphodihydroxyacétone et du 3-phosphoglycéraldéhyde. Mais il y a une interconversion des trioses phosphates. Seul le 3-glycéraldéhyde 3-phosphate est dégradé dans la suite des réactions de la glycolyse. La 3-phosphodihydroxyacétone est utilisée après conversion en 3-phosphoglycéraldéhyde. C'est une phosphotriose isomérase qui catalyse cette réaction. Cette réaction va terminer la première phase de la glycolyse. À la fin de cette phase, tous les exoses présentent une réaction globale suivante. Exose plus 2 ATP, 2 glycéraldéhyde, 3 phosphate plus 2 ATP. On arrive à la fin de la première phase. Maintenant, les étapes de la seconde phase. La seconde phase, n'oubliez pas, c'est celle où on produit de l'ATP et du pyruvate. Elle contient la seule réaction d'oxydoréduction de la glycolyse qui conduira à la formation de NADH+. Les 2 glycéraldéhydes obtenus dans la première phase vont subir une séquence de réactions jusqu'à arriver au pyruvate. La séquence décrite avec une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate va être doublée. Donc, c'est les mêmes réactions puisqu'on obtient 2 glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, c'est la réaction, les réactions seront doublées. Donc, on a oxydation du 3-phosphoglycéraldéhyde en 3-phosphoglycéroïl 1-phosphate. Alors, l'enzyme, c'est une phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase. Alors, les déshydrogénases catalysent des réactions d'oxydoréduction. D'accord? Regardez, le 3-phosphoglycéraldéhyde, le 3-phosphoglycéraldéhyde, on va lui ramener un coenzyme avec du phosphore inorganique, donc une autre molécule d'H3PO4, et on obtient du 3-phosphoglycéroïl phosphate. Donc 2, il y en avait un, on en a ramené un autre, vous en aurez 2, plus le NADH+. Bon, c'est une déshydrogénase. Donc on a enlevé des hydrogènes, on les a donnés au coenzyme. C'est une réaction d'oxydoréduction. Ici, le coenzyme est oxydé et là, il est réduit. Le 3-phosphoglycéraldéhyde, du coup, il est réduit et là, il devient oxydé. Donc, elle nécessite donc la présence de phosphate minéral. Le groupe carboxyle issu de l'oxydation de la fonction aldéhyde, puisqu'on obtient du glycéroïl 1-phosphate, est lié par une liaison riche en énergie au phosphate. Le produit obtenu, c'est le 3-phosphoglycéroïl 1-phosphate. Les électrons libérés sont pris en charge par le NAD+. La séquence est réversible. Après, que se passe-t-il? On a le 3-phosphoglycéroïl 1-phosphate plus l'ADP. On va prendre cet acide phosphorique et on va le transférer sur l'ADP pour donner de l'ATP. Alors,
Qu'est-ce qu'on forme? On forme de l'ATP. À chaque fois qu'on forme quelque chose avec du phosphate ou de l'acide phosphorique, les réactions, les enzymes sont des kinases. Donc, transfert du phosphate sur l'ADP et synthèse d'ATP. On a synthétisé l'ATP. Donc, 3 phosphoglycéroïl, 1 phosphate. On a ramené l'ADP et c'est une réaction réversible et on obtient du 3 acide phosphoglycérique ou 3 phosphoglycérates plus ATP. La réaction est réversible et l'enzyme, c'est la phosphoglycérate kinase. Kinase, 3 phosphoglycérate kinase. Isomérisation du 3-phosphoglycérate ou acide 3-phosphoglycérique en 2, c'est-à-dire on change la position de l'acide phosphorique du 3 vers le 2, mais c'est de l'acide phosphorique dans les deux cas. Le phosphate est déplacé de la position 3 à la 2, c'est une mutase, la réaction phosphoglycérate mutase. Il y a un transfert intramoléculaire de radical. Le magnésium, Mg2+, est indispensable et la réaction est réversible. Donc, on a une mutase ici et on a du glycérate, acide glycérique de phosphate. Après quoi, l'acide glycérique de phosphate va se transformer toujours avec une réaction réversible. Une énolase, c'est une hydratase, d'accord? Et on obtient du phosphoénol pyruvate et de l'eau, H2O. C'est la seconde réaction qui va donner naissance à la formation d'une liaison phosphate riche en énergie, phosphoénol pyruvate, catalysée par une énolase. Et cette élimination d'eau entraîne un réarrangement électronique dans la molécule conduisant au phosphoénol pyruvate. Ensuite, le phosphoénol pyruvate, par une réaction irréversible, va donner du pyruvate et de l'ATP par le biais d'une kinase. Pyruvate, kinase. Donc, on forme de l'ATP. D'accord? Formation, c'est la séquence finale de la réaction de la glycolyse. Alors, regardez, le 3-phosphoglycéraldéhyde, que se passe-t-il? Réaction d'oxydoréduction, 3-phosphoglycéroïl, 1 phosphate. Utilisation du coenzyme oxydé qui est réduit. Utilisation d'un substrat qui est réduit pour être oxydé. Alors, le 3-phosphoglycéroïl va se transformer en acide 3-phosphoglycérique. L'acide 3-phosphoglycérique, ici, c'est une 3-phosphoglycérate kinase. On a formé une molécule d'ATP. Alors, ici, le 3-phosphoglycérate donne le 2-phosphoglycérate, c'est une mutase. Ensuite, l'énolase, on enlève l'eau, le phosphoénol pyruvate. Réaction irréversible qui va donner donc le pyruvate. Après le pyruvate, il va aller soit former du lactate, l'acide lactique, soit former de l'acétyl-CoA pour aller vers le cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie. Alors, première phase jusqu'ici, et deuxième phase ici, jusque-là. Réaction irréversible, donc point de régulation. Réaction irréversible, point de régulation. Et réaction irréversible, point de régulation. Donc voilà. Le bilan énergétique après. On a eu, pour une molécule de glucose, consommation de 2 ATP. Chaque molécule de glucose a donné naissance à 2 glycéraldéhyde 3-phosphate et la formation de 1 NADH+ et de 2 ATP et d'un pyruvate. Le bilan, chaque molécule, mais comme on a
2 glycéraldéhyde 3-phosphate. Au niveau de chaque triose phosphate, il y aura un NADH et 2 ATP. Donc en fait, on aura 2 NADH et 4 ATP. Quand on fait le bilan, on va enlever les 2 ATP de départ de consommation. Donc le bilan final conduit à la formation de 4 ATP, consommation de 2 ATP et la dégradation d'une molécule de glucose dans la glycolyse aboutit à ça, 2 ATP et 2 NADH+, et 2 pyruvate. Glucose, donc le bilan complet, c'est qu'avec du glucose, 2 ADP, 2 phosphore inorganique, 2 NAD+, on obtient 2 pyruvate, 2 ATP, 2 NADH+. Ça, c'est le bilan énergétique de la glycolyse. Après, vous avez la régénération du NAD+, cytosolique. Je vais m'arrêter là, une petite pause, et on reprend.